7h12, très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la coordinatrice du programme Internet sans crainte développé par la société Tralalaire. Bonjour Axel Dessein. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors on avait entendu parler de vous au moment de la fameuse commission écran au printemps dernier dont vous faisiez partie, commission qui avait produit 29 propositions pour, on s'en rappelle, protéger les enfants et les ados des effets pervers de la consommation d'écran. Mais enfin, on va pas diaboliser non plus les écrans. Je veux dire un mot de la société pour laquelle vous travaillez, Tralalaire, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui aborde la question du numérique pour les jeunes sous tous les angles. Vous pouvez nous en dire un petit mot parce que c'est absolument passionnant quand on se plonge dans le détail de ce que vous faites. Alors effectivement, au départ, on est producteur de contenu numérique pour l'éducation et surtout pour la sensibilisation des enfants. Effectivement, depuis 15 ans, on opère un programme pour la Commission européenne qui s'appelle Internet sans crainte. Et l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'éduquer au numérique les jeunes, mais aussi les familles, et effectivement de couvrir tous les sujets d'éducation, que ça aille effectivement de la prévention des risques, mais aussi de comprendre nos usages, comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Notre objectif, c'est vraiment que les jeunes aient un regard éclairé et responsable sur la question. Alors, vous êtes avec nous ce matin, Axel Dessein, sur Europe 1, parce que lundi, c'est la rentrée, et la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé mercredi que 200 collèges expérimenteront, là jusqu'en décembre, la pause numérique. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que les collégiens de ces établissements devront mettre leur téléphone lorsqu'ils arrivent dans un casier à leur arrivée au collège ou bien le laisser chez eux. En tout cas, ils ne pourront pas l'avoir dans leur poche ou dans leur sac. Ils ne le retrouveront qu'à la sortie. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de pause numérique qui, on va le dire, est attendue, plébiscitée par les parents qui pensent tous que c'est une excellente idée alors qu'ils ont eux-mêmes acheté le téléphone de leurs enfants ? Alors effectivement, déjà depuis 2018, finalement, ce portable il était déjà interdit dans les établissements scolaires, dans les collèges. Donc ça vient renforcer ça. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, ce téléphone, on pouvait l'avoir, mais il fallait qu'il reste caché. Donc là, ça questionne quand même comment ce téléphone va être récupéré. Ça repose sur les établissements, la gestion de ça. Voilà le côté très pratique du fameux casier. Qui va l'acheter le casier ? Quelles solutions vont être mises en œuvre ? Clés ? Visiblement, ça reste à la charge des établissements, donc de voir comment cette logistique va peser quand même sur les établissements scolaires. Et puis moi, je questionne surtout la pédagogie en fait qui va être faite autour de ça, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on vous évoquiez la commission, c'est exactement ce qu'on défendait, c'est-à-dire quelle éducation numérique, c'est important que les enfants comprennent en quoi cette pause elle est utile pour eux, en quoi elle est bénéfique pour leur concentration, en quoi ça peut effectivement éviter des distractions. Vous voulez dire que quand on laisse le téléphone dans un casier, on loupe finalement l'objectif d'éducation des enfants au téléphone ? La crainte, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que si l'école effectivement cache l'écran, fait que cet écran n'a plus sa place, que ce ne soit plus un sujet d'éducation. Parce que effectivement aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'éduquer au bon usage des écrans, et les enfants ont besoin de cette éducation. Effectivement, besoin aussi d'apprendre à gérer leur rapport à cet écran. C'est extrêmement tentant. De toute façon, tous les services qui sont dessus sont faits pour nous rendre captifs. Donc, ils ont surtout besoin d'apprendre à prendre du recul, à comprendre leurs usages. Parce que la réalité, c'est qu'une fois qu'ils sortiront de l'école, ce téléphone reviendra dans les mains, et s'ils n'ont pas les clés, on ne fait que déplacer le problème sur le trottoir, en fait, devant le collège. Est-ce que c'est à l'école de faire cette éducation au numérique, c'est-à-dire appréhender les questions de harcèlement, les questions de surconsommation, de dépendance ? Est-ce que c'est à l'école, au collège de faire ça ? Alors, ce n'est pas qu'à l'école, c'est un enjeu de société, c'est un autre enjeu à tous, mais effectivement... Par exemple, je me permets, chez Tralalaire, vous développez le concept de parentalité numérique. Les parents qui achètent un téléphone à leurs enfants, il y a un enjeu d'éducation, il faut les accompagner là-dedans. Alors, pour finir la première question, il y a un enjeu d'éducation aux médias du côté de l'école, mais effectivement, il y a un enjeu du côté des parents. Mais nous, on vient de faire une enquête où on voit quand même qu'un parent sur deux envisage d'équiper son enfant d'un téléphone. Leur première motivation, à 80%, c'est pour la sécurité, c'est pour pouvoir les joindre. Donc je questionne aussi l'implication des parents dans cette mesure, la pédagogie qui va être faite. Et les parents nous disent aussi massivement qu'ils se sentent pas assez outillés en fait pour accompagner leur enfant. Mais c'est quoi le problème ? C'est pas le téléphone, c'est plus l'accès à Internet, aux 1001 applications, aux réseaux sociaux, etc. Les parents, oui, en fait, quand on parle de téléphone, on parle du contenu. Mais les parents, d'abord, n'ont pas forcément conscience des usages, donc c'est pas forcément facile d'accompagner ses enfants quand on n'a pas forcément conscience de ce qui est fait. Et puis, effectivement, il y a une question de posture un peu contradictoire, c'est-à-dire que les parents ont à la fois envie de pouvoir contacter, voire même de géolocaliser, osons le dire. Le téléphone, il permet aussi de savoir où est son enfant, et ça, c'est quelque chose qui est rassurant pour les parents. C'est pas
forcément la bonne manière de faire de l'éducation numérique, mais c'est quelque chose qui est important pour eux. Et ils n'ont pas, ils n'ont pas forcément toutes les clés pour les accompagner. Donc ils sont face à cette contradiction. Et quel conseil justement on peut donner aux parents? Alors c'est intéressant parce que vous, chez Tralalaire, vous avez comme interlocuteur l'éducation nationale, mais aussi les entreprises. On voit, j'ai pu constater que dans ces initiatives d'interdiction des téléphones, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, beaucoup de parents. Et souvent les initiatives, elles viennent pas d'en haut, elles viennent pas du ministère, elles viennent de la base. Les parents le demandent, des chefs d'établissement prennent l'initiative aussi d'installer ces casiers que désormais l'éducation nationale incite tous les établissements à poser. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui veulent se lancer dans cette aventure-là, d'éduquer leurs enfants à l'usage du smartphone et à la limite, vraiment la question de la limite? Moi, je vais vous dire que déjà, nous, on propose plein d'outils. Et en plus, à la rentrée, justement, on lance une opération qui s'appelle #Bienvenue les 6e. C'est une opération qui vise justement à accompagner ce premier équipement numérique. Donc, on a créé un guide pour les parents, pour justement les aider. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on va trouver dans le guide très concrètement? Qu'est-ce qu'on trouve dans le guide? D'abord, se questionner sur ce téléphone. À quel besoin il répond? Et peut-être qu'on va voir qu'il y a des alternatives. Ensuite, ce téléphone, c'est pas forcément un téléphone connecté à Internet. On peut choisir un téléphone à touche, on peut choisir un téléphone sans connexion qui permet déjà de s'assurer que son enfant, en dehors de la maison, n'aura pas accès aux applications, à tout ce que Internet peut lui proposer d'inadapté à son âge. Frustrant pour l'enfant quand même. Non, quand il verra que les copains à côté, ils ont... Pas forcément, parce que réservé, d'abord quand on est en extérieur, on est plutôt en contact avec les autres, puis ça permet quand même de garder une supervision, et puis d'oser surtout parler des sujets, oser parler des risques. Parce que l'enjeu, c'est surtout que les enfants, quand ils sont autonomes, ils aient les clés pour pouvoir agir et savoir comment se protéger. Tiens, justement, un exemple très concret. Vous avez publié cette semaine une enquête sur l'usage de WhatsApp, les groupes WhatsApp au collège. Donc, c'est la célèbre messagerie concurrente de Telegram, etc. Tout le monde aujourd'hui utilise WhatsApp. Quels sont les risques que vous avez identifiés? C'est intéressant de voir dans cette enquête que les parents ont visiblement compris effectivement qu'à l'entrée au collège, les réseaux sociaux, c'est pas adapté. Mais 1 sur 2 se disait OK pour WhatsApp. Or, WhatsApp... Pour les groupes de classe, généralement. D'abord, c'est une messagerie etc. très utilisée pour les groupes de classe, mais WhatsApp reste une messagerie interdite aux moins de 13 ans, comme les autres réseaux sociaux, et surtout avec plein de fonctionnalités que les parents ne connaissent pas. Les stories, des chaînes, et puis surtout des groupes de discussion qu'on peut rejoindre, ou qui permettent de discuter avec des inconnus. Donc, avoir conscience de ça, c'est aussi savoir bien accompagner son enfant sur ces sujets. Merci beaucoup Axelle Desain. Et puis on pourra se renseigner si vous voulez prolonger le sujet sur les ressources que vous proposez, vous, avec votre programme Internet sans crainte. C'est sur Internet, évidemment. Et toutes nos ressources sont gratuites. Je pense que c'est important aussi de le préciser. Merci à vous Axelle Desain d'être venue sur l'antenne d'Europe 1 ce matin.